Bonjour et bienvenue à notre première activité de Facebook Live d'Impôt Expert. Mon nom, c'est Ida Chili. Je vais être votre coordinatrice aujourd'hui et on va répondre à vos questions fiscales ou vos questions d'impôt que vous avez pour nous aujourd'hui. Pour répondre à vos questions, j'ai mon collègue Jerry Vitoratos. Comment ça va, Jerry? Ah, ça va, Ida, comment ça va? Ça va très bien. En forme? Ah oui, il faut, hein? C'est la saison d'impôt, on n'a pas le choix. Il faut vraiment être en forme là, dans ce cas-là pour la saison qui s'en vient. C'est une grosse saison cette année. Comme on l'avait vu avec tu sais, le vidéo, avec des changements fiscaux qui s'en viennent, là, qu'on va poster, puis le balado qu'on a déjà fait. Il y a pas mal de changements cette année là, sur la déclaration de revenus. C'est sûr, ça va être une grosse saison là, pour nous et pour les contribuables cette année. Je pense que les personnes commencent à filer maintenant dans la session. Une nouvelle année, Oui, oui. c'est le premier de l'année, hein, c'est le premier Facebook Live qu'on fait dans l'année. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions. On va poster les questions sur l'écran vous pouvez poser n'importe quelle question que vous voulez là. Donc, allez-y. Alors, juste dans les commentaires en bas, écrivez votre question. Donnez-nous le temps aussi de répondre parce que toutes les questions vont rentrer quand même assez vite. Alors, Mhm. on attend vos questions. Alors, Jerry, quelques dates pour nous situer un petit peu. Oui, La, la date pour les REER, quand est-ce que pour les demain. contributions? Demain, c'est là, on est là. C'est quoi le 28 aujourd'hui? Donc, c'est Oui. le 29 demain. Donc, à cause du fait qu'on a le 29 février cette année, la règle du 60 premiers jours, des 60 premiers jours, là, c'est vraiment le 29 février, non pas le 1er mars. Le 1er mars, vous êtes trop tard. OK? Donc, demain, c'est votre date butoir. Il faut absolument contribuer à vos REER. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter un investissement là, dans votre compte REER pour que ça compte comme une contribution de REER. Vous avez tout simplement à mettre de l'argent dans votre compte. Et du moment que l'argent est mis dedans, vous pouvez prendre votre temps après ça de l'investir là, comme vous voulez, mais il faut absolument placer l'argent dans votre compte REER. Et là, ça va être prêt. Et c'est jusqu'à demain minuit que vous avez pour rentrer des fonds dans votre compte REER. Ah, salut, Parfait. salut Lazare. Bonjour. Alors, un rappel pour tout le monde, quand on fait nos contributions du 1er janvier au soit le 29 Février cette année. février, Ouais, ouais, exactement. 2024 ou que ce soit les premiers 60 jours de l'année calendrier, ces cotisations doivent absolument aller sur la déclaration de l'année antérieure. Exactement. Oui, les 60 premiers jours de l'année qui veut dire parce que réellement l'année contribution là pour les REER, c'est pas le 1er janvier jusqu'au 1er mars dans les années habituelles là, c'est pas vraiment le cas. OK? C'est vraiment le 2 mars habituellement au 1er mars de l'année suivante. C'est vraiment ça les contributions qu'on doit déclarer pour l'année 2023. OK? Mais cette année c'est le 29 février évidemment à cause de l'année spéciale là, de cette année. Mais Mhm. c'est vraiment le 2 mars 2023 jusqu'au 29 février 2024. Et les 60 premiers jours 2024, ça compte pour l'année 2023. Donc, il faut les déclarer en 2023, mais on n'est pas obligé de les déduire. On peut les reporter à l'année suivante. OK? Donc, je pense qu'on a déjà D'accord. des Oui, questions, on hein? va passer à la première question de France Renaud. Bonjour Parfait. France. Alors, sa question, est-ce qu'on peut produire une déclaration pour une personne décédée avec le logiciel et la transmettre par ImpoNet? Donc, la réponse est oui. La réponse est oui dans ce cas-là pour donc ça c'est seulement la déclaration finale. Ok, donc pour la déclaration finale, on peut la produire avec DTMax, avec Impôt Expert, DTMax. Bon, je suis encore en mode professionnel. Pour Impôt Expert, mais je pense pas que c'est transmettable par ImpoNet malheureusement. Je pense que ça tombe dans une exclusion malheureusement. Les professionnels peuvent le faire, mais je pense pas pour ImpoNet malheureusement. OK. La prochaine question, c'est de Dominique. Parfait. J'aimerais transférer tel que 20 000 d'un fonds Dans un non CELI. enregistré dans un CELI. Gains seront imposés à 50 mais avoir une idée avant de le faire, le transfert, quels seront les gains? Je connais la valeur actuelle de ce placement, la Mhm. date qu'il a été fait, mais je ne sais pas la valeur au moment de l'ouverture du compte, il y a 20 ans. TD ne le sait pas parce que ça fait plus de 7 ans.
Et ça prend absolument le coup. Moi, je vous dirais, la meilleure façon, c'est si vous vous souvenez de l'année et grosso modo du mois que vous l'avez acheté, vous pouvez chercher l'historique du prix de l'action comme telle ou des actions que vous avez. Ben, ça prend absolument le PBR, là, parce que sinon, vous allez vous imposer carrément sur la valeur marchande au lieu de vous imposer sur la différence entre le coût et la valeur marchande. Moi, je vous dirais, allez-y, par exemple, Yahoo, c'est un bon ressource habituellement pour aller chercher ces renseignements-là. Allez-y dans l'historique de l'action, puis regardez grosso modo le mois que vous l'avez acheté. Si vous vous souvenez du mois au moins de l'année que vous l'avez acheté, vous allez avoir le coût dans ce cas-là et vous pouvez maintenant indiquer la transaction de gain en capital. OK, dans ce cas, parce que c'est vraiment, vous vous imposez seulement sur le gain. Donc, il veut dire que c'est la différence entre votre coût original et le produit de disposition à la JVM au moment du transfert dans ce cas-là. OK, et cette différence-là, le gain, vous vous imposez seulement à 50 parce que c'est ce qu'on appelle le taux d'inclusion pour les gains en capital. Donc, vous êtes imposé seulement sur 50 du profit ou du gain que vous avez effectué entre le coût et la juste valeur marchande ou le produit de disposition. D'accord, merci. La prochaine question vient de Alain. Parfait. Mes parents se sont séparés involontairement car ils sont en résidence maintenant, mais pas dans le même appartement. Ouais. Même si je pense avoir réussi à entrer les données avec vous, des renseignements comme on traite une séparation involontaire dans Impôt Expert. OK. Donc Alain, il n'y a pas de case à cocher sur la déclaration de revenus ou dans Impôt Expert, conséquemment, pour la séparation volontaire. Ça dépend de votre réclamation. OK? Donc, exemple, il y en a un qui peut réclamer personne vivant seule. Si cette personne-là réside pour 12 mois entièrement dans l'année calendrier tout seul, un de vos parents. Donc, ce parent-là pourrait réclamer personne vivant seule. OK? Autre principe, ça serait évidemment mais là, je vois, c'est dans le même, mais pas dans le même appartement. Donc, j'assume que les deux sont dans une résidence dans ce cas-là. Donc, il ne peut pas réclamer personne vivant seul. Excusez-moi, j'avais mal lu votre question. Mais sachez que dans ce cas, quand c'est un appartement différent, c'est pour l'annexe J dans ce cas-là, donc pour la résidence pour personnes âgées, c'est quand vous réclamez vos services dans ce cas-là. Mais là, il faut préciser, c'est une réclamation pour le couple, mais il faut préciser les différences en termes des coûts pour chacun de vos parents. Et là, dans Impôt Expert, pour l'annexe J, vous avez une section qui s'appelle, qu'on dit, le conjoint réside dans un appartement différent. Et là, vous indiquez oui pour celui-là. Et là, vous précisez dans ce cas-là les frais qui sont différents entre les deux, entre vos deux parents. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce cas. OK? OK, la prochaine question vient de Diane Carbonneau, Parfait. excusez. J'ai reçu une lettre de ma lettre m'indiquant la prime payée pour l'année. Par contre, on dit que je prends le montant total de la prime moins case J. Et le Et le total total pour pour le le fédéral. fédéral. Oui, D'ailleurs, effectivement. sur le T4 et relevé 1, la case 85 et 235 indique un montant Indique un montant. selon la différence de ma lettre. Selon moi, cette lettre est indicative et je tiens selon compte des cases 85 et 235 du fédéral et provincial. OK. Diane, la case J, tout simplement, c'est le montant que Mallette a versé dans l'assurance privée. Donc, ça, c'est un montant qui est imposable au Québec seulement et non pas au fédéral. C'est pour ça que Mallette vous a donné l'instruction de ne pas inclure la case J au fédéral. C'est exactement, c'est ça qu'il faut faire. Parce que dans ce cas-là, la case J, c'est la portion que l'employeur a payée dans ce cas-là, qui n'est pas imposable au fédéral, mais qui l'est au provincial au Québec. Les cases 85 et 235, c'est les montants que vous avez versé dans cette assurance-là. Donc, c'est votre part des frais d'assurance privés dans ce cas-là. Et ces montants-là, on peut les réclamer comme frais médicaux autant au fédéral qu'au provincial. Donc, c'est pour cela que 85-235, vous l'indiquez dans le logiciel. Le logiciel va les inclure dans vos frais médicaux admissibles, alors que la case J n'est pas imposable au fédéral. Elle est ajoutée à la case A du relevé 1 du Québec. C'est imposable au Québec, mais le montant de la
CAJ cite aussi un montant qu'on peut utiliser pour les frais médicaux au Québec seulement, parce que vous êtes imposé sur ce montant-là au Québec, alors qu'au fédéral, vous n'êtes pas imposé. Donc, c'est pour cela que ma lettre vous a donné cette instruction-là. OK. Prochaine question vient de Michel Labelle. Il Mhm. y a des changements pour déclarer les frais pour le télétravail. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Bon, les changements, c'est pas nécessairement un changement, c'est que le gouvernement a enlevé tout simplement une des options qu'on avait depuis la COVID, qui était la méthode à taux fixe. OK, donc on avait le choix depuis 2020 de choisir entre qu'est-ce que le gouvernement appelait la méthode détaillée, qui était la méthode qui était là depuis toujours et la méthode qui s'appelait à taux fixe. Et la méthode à taux fixe, simplement, qu'est-ce que ça nous donnait comme option entre 2020 et 2023, 2022, excusez-moi, c'était qu'on pouvait tout simplement réclamer une déduction de 2 dollars par journée de travail qu'on avait comme déduction pour les frais de bureau à domicile si on était obligé de travailler de chez nous pour plus de 50% du temps, à cause de la COVID. Et pour rencontrer ce critère-là de COVID, il fallait avoir une période d'au moins 4 semaines consécutives qu'on était obligé de travailler de chez nous pour plus de 50% du temps à cause de la COVID. Et c'est là l'important, là, c'était à cause de la COVID. Par exemple, il y a des employeurs qui ont tout simplement, qui nous ont obligés de travailler de chez nous à cause de la COVID, et tout à coup, ils ont fermé leur bureau. OK? Ils ont fermé leur bureau durant la période de COVID. Là, la raison n'est plus la COVID. Là, la raison, c'est votre contrat de travail vous oblige maintenant de travailler de chez vous. Donc là, vous avez plus le droit, dans ce cas-là, pour la méthode auto-fixe. OK? Bon. Qu'est-ce qui arrive comme changement? C'est que entre 2020 et 2022, on avait le choix entre taux fixe ou le détaillé. Et le détaillé, tout simplement, c'était que il fallait réclamer les frais admissibles comme tels. Il fallait garder les reçus aussi. Par exemple, le loyer. Par exemple, l'électricité, le chauffage et l'Internet résidentiel. C'était pas mal tout qu'est-ce qu'on pouvait réclamer, à moins qu'on était un travailleur en commission. Et là, on pouvait réclamer, par exemple, les assurances maison et aussi les impôts fonciers. Mais seulement pour les vendeurs, dans ce cas-là, qui recevaient des commissions. Bon, dorénavant, le gouvernement ne nous donne plus le choix maintenant. On n'a plus la méthode à taux fixe, c'est parti maintenant. Et si on est encore obligé de travailler de chez nous, qui fait partie de notre contrat de travail, là, on continue avec ce qu'on appelle la méthode détaillée, qui veut dire, là, ça prend vos frais, en d'autres mots, vos frais de loyer, vos frais d'Internet, vos frais d'Hydro-Québec, dans ce cas-là. Il faut les lister, il faut garder les reçus dans ce cas-là, si on est vérifié. Puis en plus, il faut prorater ces frais-là selon l'espace que représente votre bureau maison vis-à-vis le restant de votre maison. Donc, si par exemple, vous avez une chambre dédiée, OK, pour votre bureau à domicile, et ces chambres-là représentent 10% de la superficie de l'immeuble, ben, sur les frais que j'ai vu juste de mentionner, on peut seulement réclamer 10% de ces frais-là. En plus, ça prend un certificat de l'employeur qu'on appelle les conditions d'emploi, autant au fédéral qu'au Québec. C'est le formulaire T2200 au fédéral, TP 64.3 au Québec. Ça doit être signé par votre employeur et le formulaire confirme que vous êtes admissible à réclamer les frais de bureau à domicile. Donc, c'est ça, en gros, là, les changements que le gouvernement a apportés. D'accord. La prochaine question vient de Xouli. J'espère que je l'ai prononcé comme il faut. Il y a 3 volets, alors on va commencer avec la première. J'ai le feuillet T4 FHSA. J'ai Oui. cotisé 2000 Canadiens dedans en 2023. Comment remplir une déduction CILIAP à utiliser? Laisser Ouais. en En blanc pour blanc le pour le maximum. maximum, ouais. OK, donc pour celui-là, c'est effectivement ça, Xuliu, Xuli, en d'autres mots, il faut compléter la section qu'on appelle pour le CELIAP, là, il faut le compléter pour être capable d'avoir le montant admissible. OK, donc c'est ça que ça prend. OK? Puis il dit total des contributions en 2023 au CILIAP après le premier retrait admissible. Oui, attendez, parce que là, j'ai un problème avec le logiciel. OK, donc, total des contributions CELIAP après le premier retrait admissible. Oui, vous sélectionnez l'année,
OK, pour le CELIAP, et là, vous êtes admissible maintenant, vous êtes admissible pour le plafond annuel de 8 000. Parce que pour être capable d'accumuler la limite, il faut ouvrir le compte. C'est un peu différent que les REER et les CELI où on accumule le plafond, même si on n'a pas créé de compte. Avec le CELIAP, ça prend une ouverture du compte pour commencer à accumuler la limite. Donc, il faut sélectionner, le logiciel va vous demander l'année que vous avez ouvert le compte, vous le sélectionnez. Et là, pour le montant qui vous dit laissez en blanc pour le maximum à utiliser, le CELIAP à utiliser, mettez rien dedans. Le logiciel va prendre le 2 000 $ que vous avez contribué comme déduction sur la déclaration de revenus. Bon, après ça, c'est quoi la prochaine question? OK, j'ai mon propre régime collectif toute l'année, médicaments et dentaires. Mon conjoint a un régime collectif, mais seulement pour dentaire. Donc, ma question, comment identifier la situation aux fins du régime d'assurance médicaments au Québec en 2023? OK, donc vous avez médicaments et dentaires, votre conjoint Juste dentaire. mais ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir ça. Légalement, votre conjoint devrait aller avec votre régime collectif. Tu ne peux pas avoir deux régimes collectifs à part, puis vous avez des droits différents entre vous. Là. Le gouvernement ne laissera pas ça. D'après moi, ton conjoint devrait embarquer dans ton propre régime collectif. Bon, ça, c'est en premier, OK? En deuxième, bon, prenons, c'est déjà fait, là, pour 2023, qui veut dire que vous allez sélectionner ce qu'on appelle le code 14, qui est que vous faites partie de votre régime collectif, alors que dans le dossier de votre conjoint, vous allez sélectionner régime du Québec toute l'année. OK? Et là, parce que le régime que vous indiquez, c'est pour les médicaments. Donc, si votre conjoint est couvert seulement pour le dentaire, ça veut dire qu'il n'est pas couvert sous une assurance privée pour les médicaments. Et c'est ça qu'il faut indiquer dans le logiciel. Donc, pour votre conjoint, il tombe implicitement dans le régime du gouvernement. Et il doit payer, dans ce cas-là, sur sa déclaration de revenus, sur le régime du gouvernement. Mais honnêtement, moi, je me renseignerai avec vos assurances. Parce que d'après moi, habituellement, votre conjoint, comme vous avez plus de couverture, votre conjoint devrait aller avec votre régime. Le gouvernement, il y a des fortes chances que le gouvernement va vous poser des questions là-dessus. Parce qu'ils vont voir que vous êtes couvert, votre conjoint n'est pas couvert, ils vont dire, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. OK? Donc, mais entre-temps, votre conjoint sélectionne le régime du Québec toute l'année. Vous sélectionnez le code 14 qui est régime collectif toute l'année. OK. Puis son troisième point, c'est mon conjoint a gagné plus que moi. Ma question pour le crédit d'impôt bouclier fiscal, Mm-hmm. je dois choisir qui devrait faire la demande, le crédit pour maximiser nos bénéfices. Ben, ça serait votre conjoint dans ce cas-là, parce que si c'est votre conjoint qui a gagné plus, regarde, c'est pas le bouclier fiscal là, c'est vraiment particulier là. C'est vraiment des cas, par exemple, c'est la prime au travail ou les frais de garde que ça va déclencher. Ok, c'est très rare que vous allez avoir ces cas-là. Moi, je laisserais le logiciel le faire tout simplement. Il doit y avoir un choix dans le logiciel pour que c'est le logiciel qui le fait. Ok, donc moi je laisserais le logiciel le faire tout simplement. OK, moi, c'est ça que je ferais. Là, il devrait y avoir un choix pour le logiciel. Dans ce cas-là, laissez Impôt Expert faire le choix dans ce cas. OK. Prochaine question, Guy. Ouais. Ligne 22 900 fédérale et 270 provinciale, compagnie d'invalidité me demande de réclamer montant remis en 2023 pour une somme déclarée et reçue en 2022. Je ne vois pas comment le faire sur Impôt Expert. Pouvez-vous m'aider? OK, donc donnez-moi 2 secondes parce que là, ça m'a débarqué du logiciel. Je vais embarquer dedans. Donc, encore une fois, donnez-moi 2 secondes pour le faire. Donc ici. OK, donnez-moi 2 secondes là. 2 secondes. OK. Donc, quand je suis maintenant dans le logiciel, donc vous avez dit 200, 22, 22, 22 200, 900, 22 22 900 900. fédéral. OK. Autres dépenses d'emploi. Ils vous ont dit de le rentrer dans autres dépenses d'emploi.
La compagnie des validités me demande de réclamer le montant remis en 2023. OK. La compagnie des validités me demande de réclamer le montant remis en 2023 pour une somme déclarée et reçue en 2022. Je ne vois pas comment le faire dans Impôt Expert. Guy, c'est une bonne question. Je ne vois pas pourquoi ça serait une dépense d'emploi. Pour moi, ce serait tout simplement une autre déduction. Ouais, effectivement. Regarde, eh bien, habituellement, quand vous allez dans le montage d'entrevue, c'est dépenses d'emploi. Ouais, mais c'est bizarre. C'est-tu la compagnie d'assurance qui vous a demandé de faire ça, de rentrer ça dans dépenses d'emploi? Parce que c'est très bizarre comme. OK, attendez, là. OK, si je vais ici, montage d'entrevue, dépenses d'emploi. Parce que j'essaie de voir dans quelles dépenses vous allez le saisir. Mais bon, si vous dites 22 non, dépenses d'emploi, là, dans ce cas-là, si je vais, bon, j'arrive là, je vais juste partager mon écran. Donnez-moi 2 secondes. OK, on va, bon, je vais le partager. Je pense que je suis en train de le partager. Est-ce que tout le monde le voit? Non? OK. Ida, je vais juste te cacher 2 secondes. Et là, on va le faire de cette façon-là. Voilà. Donc, dans l'entrevue, là, vous avez dépenses d'emploi. OK, donc le 22 900, ça serait dépenses d'emploi. Donc, dans le montage d'entrevue ici à gauche, vous cochez la case à côté de dépenses d'emploi. Vous allez dire suivant dans ce cas-là. Et là, vous allez avoir une section de dépenses d'emploi qui va apparaître dans le navigateur de gauche. Le voilà, je suis dessus présentement. C'est dépenses d'emploi. Et là, ici, vous allez prendre dépenses d'employés admissibles d'un employé gagnant un salaire dans ce cas-là. Et là, vous allez chercher la dépense là-dedans. Moi, honnêtement, je trouve ça bizarre qu'ils vous demandent ça dans les dépenses d'emploi. Moi, je me renseignerai au gouvernement pour voir c'est dans quelle ligne vous devriez le saisir. Je trouve ça bien bizarre que c'est dans les dépenses d'emploi qu'ils vous le demandent. Moi, ce serait plutôt dans autre déduction que je le mettrais. Mais bon, c'est là-dedans que vous allez, si vous, là, présentement, ils vous demandent de le mettre là-dedans, vous le mettez là-dedans. OK, donc on revient, on cache celui-là, on ramène Ida. Et là, revoilà. Oh, Ida, Oh t'es. boy! Ouais, ouais. OK, on passe à Attendez, la on va. prochaine question pendant que tu Ouais, trouves, OK, ouais. Mario, Le voilà. j'ai entendu dire que si je fais plus de 5 déclarations pour la famille, j'ai besoin d'un numéro de TED. Est-ce exact? C'est quoi? Et je fais ça seulement pour rendre service. OK. Non, la réponse est non. Vous êtes pas. Vous êtes. Ça, la règle de 5, c'est pour les préparateurs de TED. Donc, si on est, par exemple, un préparateur qui veut dire que, tu sais, on produit pour des contribuables, dans ce cas-là, on est obligé de transmettre électroniquement toutes les déclarations de revenus. OK, dans ce cas. OK, donc vous tombez pas là-dedans. La règle que vous tombez dedans, c'est la limite de 20. OK, la limite de 20, c'est que vous pouvez produire avec Impôt Expert jusqu'à 20 déclarations de revenus. OK, jusqu'à 20 déclarations de revenus du moment que vous dépassez le seuil de 20 déclarations transmises ou imprimées. Là, vous êtes obligé d'aller vers un produit professionnel. Par exemple, avec un Impôt Expert, on a une version qu'on appelle Impôt Expert Pro et on a aussi une autre version de produit professionnel qu'on appelle DTMax. Et là, vous êtes obligé de vous inscrire avec un agent de TED et transmettre vos déclarations de revenus. Mais si vous êtes en dessous du seuil de 20, vous êtes correct. Là, vous n'êtes pas dans l'obligation. Le seuil de 5 que vous mentionnez, c'est si vous êtes déjà agent de TED et vous produisez pour les contribuables. Là, vous êtes dans l'obligation de produire des déclarations par voie électronique. Il vous donne juste un seuil de 5 déclarations que vous pouvez imprimer. OK? Mais après ça, vous êtes obligé de produire toutes vos déclarations par TED. Donc, votre seuil, Mario, c'est le 20 et non pas le 5. OK? Donc, si vous dépassez le seuil de 20, là, vous êtes obligé d'aller vers une version professionnelle. Parfait. On passe à Muriel. Puis-je soumettre une version corrigée d'une déclaration antérieure en utilisant le logiciel Impôt Expert pour corriger un revenu reporté incorrectement?
Oui, on peut le faire. On peut le faire avec la retransmission, tout simplement, de la déclaration de revenus. Donc, vous allez tout simplement dans l'onglet, quand le dossier est transmis et que vous avez déjà une avis de cotisation pour votre dossier, là, vous allez dans l'onglet de Impôt net et il va y avoir un lien là-dedans pour être capable de retransmettre la déclaration de revenus. OK? Donc, vous cliquez tout simplement, donc vous faites vos correctifs, vous calculez encore une fois la déclaration de revenus, vous allez dans Impôt net et là, dans l'onglet Impôt net, vous devez avoir une option pour retransmettre la déclaration de revenus, autant au fédéral qu'au Québec. Cliquez dessus et refaites la transmission tout simplement. Prochaine question de Daniel. L'achat d'une souffleuse à neige peut-il être déduit dans le maintien à domicile au lieu d'un déneigeur au prix exorbitant? Non, malheureusement, non. C'est pas les équipements qu'on peut déduire là-dedans. C'est vraiment les services qu'on a. OK? Donc, c'est vraiment un service de déneigement qui est admissible et non pas l'achat d'un déneigeur pour que vous le fassiez vous-même. La loi est claire là-dessus. Là, c'est vraiment les services que vous pouvez réclamer et non pas les équipements que vous achetez pour faire les services vous-même. Ça, c'est pas admissible, malheureusement. OK. Prochaine question de Adèle. C'est la première fois que j'utilise le logiciel. Comment je peux garder mes clients dans le logiciel? Êtes-vous Est-ce que vous étiez en préparateur? ligne? Oui, ben, c'est la version Windows que ça vous prend, là, et non pas la version en ligne dans ce cas-là. Donc, si vous êtes un professionnel, on a une version qu'on appelle Impôt Expert Pro, OK, qui est la version professionnelle d'Impôt Expert, dont vous pouvez produire vos déclarations de revenus à l'aide de ce produit-là. OK. Évidemment, ça prend d'autres clé de licence, mais c'est la version Windows et non pas la version en ligne. Parce que la version en ligne, on assume que c'est vous-même que vous créez votre propre compte pour produire vos déclarations de revenus, vos propres déclarations ou peut-être quelques membres de la famille. Mais si vous voulez produire pour d'autres personnes, ça prend premièrement la version Windows, OK, que vous devez acheter, dont vous installez le produit directement. Et en plus, ça prend la version Pro. OK, la version Pro, vous achetez des lots de 20, 40, 60 ou 100 déclarations là, et vous produisez de la part de votre clientèle. OK. Prochaine question de Lazare. Pour le travail de la maison cette année, il faut le faire détaillé. Est-ce que quoi les formulaires qu'il faut demander à l'employeur? OK. Donc, les deux formulaires que ça prend de l'employeur, ça doit être complété par l'employeur et signé par l'employeur. Au fédéral, c'est le T2200. Au provincial, c'est le TP64.3. Donc, ça prend absolument ces deux formulaires-là signés par votre employeur pour être en mesure de réclamer vos frais de bureau à domicile comme déduction sur votre déclaration de revenus. Donc, ça prend ces deux-là. Prochaine question de Lucie. Parfait. Une personne avait en 97 deux résidences. En 92, la maison principale a été vendue. La deuxième est donc devenue la nouvelle résidence principale. En Mhm. 2023, cette personne a vendu cette dernière. Est-ce que le gain en capital est non imposable? En théorie, oui. Parce que là, vous dites qu'elle avait en 87 deux résidences. OK. En 92, la maison principale a été vendue. OK, pour les 2 années. OK. OK. Qui veut dire que là, vous avez, dans ce cas-là, des années qui chevauchent, les mêmes années qui se chevauchent entre les deux résidences. OK, mais une a été vendue en 92. La question maintenant qu'il faut se poser, est-ce que, je pense qu'entre 87 et 92, c'était exempté de toute façon. OK, donc dans ce cas-là, il n'y avait pas l'exemption de résidence principale. Je me souviens pas, ça date depuis avant que moi j'étais dans la préparation de déclaration de revenus. Là. Je pense qu'en 94 qui ont fait le changement. L'élection, oui, il fallait faire l'élection Oui. pour prendre l'exemption, mais est-ce qu'on faisait une désignation en 92 pour la résidence principale? Ça, je l'ignore. Honnêtement, c'est beaucoup, tu sais, je sais que j'ai pas de cheveux, là, mais que je semble vieux, mais ça date un peu avant que moi j'ai embarqué dans les déclarations de revenus. Mais regarde, en théorie, entre 92 et 2023, on peut désigner la résidence comme résidence principale. OK, puis je pense que c'est le cas parce que je me souviens que quand on fait le choix c'est à partir de 71 qu'on faisait le choix de la désignation de résidence principale, si je me souviens bien, parce que l'échelle vous le demande en plus. OK, donc qui veut dire que prenons par hasard qu'entre 87 et 92, on a désigné ces années-là pour l'autre résidence. Ça veut dire que pour les années entre 87 et 92, on ne peut pas
désigner la résidence comme résidence principale. Mais les années 92 à 2023, on peut la désigner comme résidence principale, qui veut dire qu'on va être imposé pour les années 87 à 92 parce qu'on a déjà pris la désignation de résidence principale pour l'autre résidence. Parce que pour la désignation de résidence principale, on peut seulement désigner un immeuble par année. OK, donc on peut réclamer les deux immeubles en même temps. Donc, il y en a des chances dans ce cas-là que vous allez avoir une partie imposable pour les années 87 à 92. OK, donc ça serait imposable pour une certaine partie, mais pas tout. Mais ça dépend si on l'a désigné, l'autre immeuble, entre 87 et 92. Si on l'a pas désigné, ben dans ce cas-là, on peut dans ce cas-là désigner cette résidence principale-là pour toutes les années. La prochaine question vient de Liliane. Bonjour, mon mari est décédé en décembre 2022, mais c'est parti, Liliane. Au début de l'année 2023, j'ai eu un transfert de fer mis en REER. Mon problème est le suivant. Sur le relevé T4 RIF, il y a seulement la case 16 et la case 24. Et à la case 26 fer au profit de l'époux, il est écrit non. Sur le relevé 2, j'ai les cases B.B3, B4. Le B4 est la prestation désignée transférée. Par contre, j'ai aussi un reçu de la caisse pour REER avec le montant à une case qui s'appelle transfert fait en 2023. Présentement, j'ai entré le montant du REER dans la page T4 RIF avec la description portion de la classe 16 transférée à REER et ignorer le reçu de la caisse dans la page du REER. Est-ce la bonne procédure? La réponse est oui, Liliane. Malheureusement, à cause du fait que, en termes administratifs, ça a pris du temps avant que le transfert s'est effectué. Légalement, le transfert se fait au moment du décès. Ok, du moment que le conjoint est le bénéficiaire de ce compte-là, au moment du décès qui était en décembre, le montant est réputé transféré à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle les réputés transférés à ce moment-là. Même si le reçu vous dit 2023, vous le déclarez en 2022, c'est tout à fait correct de cette façon-là. Si le gouvernement vous conteste, ben là, regarde, vous dites le transfert est réputé au moment du décès. OK, donc oui, effectivement, vous avez fait la bonne procédure dans ce cas. OK. La prochaine question vient de Celle. Mm-hmm. Frais de gestion, est-ce considéré comme un frais financier? La réponse, comme n'importe quelle autre question fiscale, ça dépend. Ça dépend de votre compte. Est-ce que les frais de gestion que vous avez, c'est pour un compte non enregistré, qui veut dire c'est un compte imposable. C'est pas un REER, c'est pas un CELI et c'est pas un CELIAP. Si la réponse est oui, les frais de gestion sont admissibles comme un frais financier. OK, dans ce cas-là. Mais si c'est pour un compte enregistré, qui veut dire REER, FER, CELI, etc., qui est à l'abri d'impôts, la réponse est non, on ne peut pas le déduire dans ce cas-là comme frais financier. Donc, ça dépend. OK. Prochaine question vient de Geneviève. Doit-on déclarer un revenu de bourse à un étudiant? Si oui, où? Ah oui, la réponse est oui, mais ça peut que ça soit exempté. OK, ce revenu-là. Donc, ça se peut que le revenu ne soit pas imposable si l'étudiant, dans l'année en cours, l'année qui précède l'année précédente ou l'année suivante, qui veut dire en 2024, OK, l'élève est un étudiant à temps plein dans une université, par exemple, ou un collège, un emplacement qui est postsecondaire, en d'autres mots. Si on rencontre ce critère-là, le revenu n'est pas imposable pour l'étudiant. OK? Donc, je vais vous montrer où aller saisir le revenu. OK? Puis après ça, on saisit le nombre de mois à temps plein ou à temps partiel. OK? On le précise dans le logiciel. Donc, Ida, je te cache encore une fois, je m'excuse. Donc, je cache Ida. On revient ici. Donc, on revient dans le logiciel. Donc, premièrement, le revenu est déclaré habituellement sur un T4A. OK? Le feuillet, c'est un T4A. Donc, assurez-vous de cocher la case pour pension et autres revenus dans le montage de l'entrevue. Donc, ici, dans le menu de gauche, dans le montage d'entrevue, vous avez pension et autres revenus. Assurez-vous de cocher cette case-là pour le T4A parce que c'est là qu'on déclare le revenu. OK? Donc, on fait suivant. Et là, dans votre navigateur de gauche, vous devriez avoir un feuillet qui s'appelle T4A, de la section du T4A. Donc,
cliquez dessus, OK, dans le navigateur de gauche et à droite, vous prenez le choix de revenus de pension, de retraite et autres revenus. On est d'accord, c'est pas un revenu de retraite, mais ça fait rien. C'est le feuillet que le gouvernement va utiliser ordinairement pour déclarer ses revenus de bourse. OK? Et là, quand on se place ici à la case 28, vous devez avoir une option qui vous dit le 105 bourse d'études, d'entretien ou de perfection. OK? Donc, on prend le 105, OK, ici. OK? Et on saisit le montant. OK? Et là, on vient juste de déclarer le revenu de la bonne façon dans le logiciel. Maintenant, présentement, Impôt Expert va imposer, OK, va imposer l'étudiant il va donner une exemption de 500 dollars seulement et va imposer la différence, ce qui veut dire ça va être 9500. Dans mon exemple, ça va être imposable dans l'étudiant, à moins que, comme je l'ai précisé, l'étudiant était un étudiant à temps plein, soit l'année en cours, l'année précédente ou excuse-moi, l'année fiscale, l'année précédente, donc il veut dire 2023, 2022 ou 2024, donc l'année qu'on est présentement. Si l'étudiant est un étudiant à temps plein dans une de ces années-là, le revenu n'est pas imposable dans ce cas. Donc, il faut le préciser au logiciel. Donc, vous allez dans la section des frais de scolarité. OK, donc, vous devez avoir ordinairement des frais de scolarité. Je reviens dans le montage de l'entrevue. OK? Et là, on devrait avoir des déductions, OK, pour les frais de scolarité. Le voilà. Vous avez la section étudiant. On coche la case pour étudiant ici. On fait suivant. OK? Et là, dans la section pour les frais d'étudiant à gauche, OK, on descend. Vous voyez ici que vous avez une section qui s'appelle scolarité, études et prêts étudiants. OK, vous allez dans le T2202. Vous devriez en avoir un déjà là, émis au nom de l'étudiant, là, parce qu'à chaque année, l'école postsecondaire devrait émettre ce feuillet-là à l'étudiant. Et là, quand vous cliquez dessus, c'est très important d'indiquer le nombre de mois à temps plein ou à temps partiel. Donc, vous voyez ici, vous avez les cases 24 et 25 pour temps partiel et temps plein. Du moment qu'on a un mois à temps plein, là, le revenu est exempté entièrement. Mais si l'étudiant est seulement à temps partiel, dans ce cas-là, l'étudiant n'est pas admissible à l'exemption totale. Il est seulement admissible à l'exemption de 500 dollars. Et là, le logiciel va l'imposer sur la différence. Bon, on va cacher celui-là. On va ramener Ida. Elle va être de retour dans une seconde. La revoilà. Bon, on passe à la prochaine question de Suzanne. Parfait. Lorsque notre conjoint est en CHSLD, est-ce que j'ai encore droit au crédit pour proche aidant? La réponse est non, parce que le conjoint reçoit des services du CHSLD là, et puis CHSLD, on s'entend, c'est 24 heures les services. Dans ce cas-là, non, on peut pas réclamer le proche admissible, c'est clair. Le proche aidant, c'est clair. Le proche aidant, c'est vraiment de rendre service à cette personne-là qui réside dans sa propre maison. C'est pas votre cas là, CHSLD là. Le conjoint a déjà des services par le CHSLD, donc on peut pas le réclamer. OK, prochaine question de François. Le remboursement de l'avance de l'allocation des travailleurs reçus en trop, le RC 210, se Mhm. fait-il par avis de cotisation? Non, il faut le déclarer sur la déclaration de revenus, qui veut dire que dans Impôt Expert, par exemple, OK, dans Impôt Expert, il faut dans ce cas-là, il faut le déclarer. Là. Donc, dans le montage d'entrevue, vous allez avoir une option pour saisir le RC 210. Vous le saisissez. Après ça, sur l'annexe 6, il va y avoir une conciliation entre le montant que vous avez reçu et le montant que vous aurez dû recevoir. Et l'imposition serait le moindre de ces deux montants-là, va être imposé sur votre déclaration de revenus. Donc, c'est pas par avis de cotisation, ça va être directement sur la déclaration de revenus et vous le faites par l'entremise du logiciel. C'est le logiciel qui va imposer ce montant-là et le gouvernement va le confirmer sur l'avis de cotisation après. OK, prochaine question de Liliane. Mhm. Rebonjour. J'ai aussi un problème avec la subvention pour la hausse de taxes municipales Mhm. RQ22 TP05 ligne 43. L'an dernier, sur la déclaration 2022, j'ai eu un montant de 53 rôle d'évaluation 2023, 24, 25. Mhm. Présentement, j'ai écrit le rôle précédent 2020
Ouais. 21, 22 et le montant en double, j'ai le montant en double, ce qui me semble anormal. OK, pour celui-là, on peut rien faire malheureusement. Il faut retourner à la municipalité parce que c'est la municipalité qui effectue ce calcul-là directement sur vos impôts fonciers. Donc, s'il y a une erreur là-dessus, il faudrait vous renseigner avec la municipalité pour voir. C'est pas nécessairement anormal. N'oubliez pas que le but de cette subvention-là, c'est quand le gouvernement provincial va juger que l'augmentation des impôts fonciers est vraiment abusif, OK, d'après le gouvernement provincial, d'après le gouvernement du Québec. Donc, ça se peut. Puis là, présentement, on a pas mal de doses qui s'en viennent, là, présentement. Donc, c'est de cette façon-là que le gouvernement va le déterminer. Mais en termes du montant comme tel, comment le déterminer, il faut retourner à vos municipalités. C'est pas un calcul que l'OICHL fait, c'est la municipalité qui va le faire directement. Donc, il faudrait retourner avec eux. OK. Prochaine question de Frankie. Mhm. Question concernant le crédit d'impôt pour aidants naturels, partie D de l'annexe H. Je ne sais pas quoi inscrire dans la section date de fin de la période de qualification aux fins du soutien. OK, donc ben, pour cela, habituellement, ça serait la fin de l'année, tout simplement. Vous allez rentrer le 31 décembre 2023 et après ça, le logiciel devrait vous demander si dans l'année en cours 2024, vous êtes encore admissible dans ce cas-là. Vous dites oui dans ce cas et là, le logiciel va réclamer tout simplement le crédit. C'est ça qu'il faut indiquer. Alors, prochaine question vient de Anne-Michel. Comment est-ce qu'on traite le CELI? Ah, je pense que ça Le veut dire le CELIAP, c'est le CELIAP CELIAP. pour Ouais, l'impôt. ouais. Ouais, ça c'est Oh, probablement avec un téléphone là, puis comme un oui, ça, autocorrecteur autocorrecteur, oui, oui. qui pensait que c'était une application. C'est CELI application. C'est ça qui est arrivé là-dedans. Je mettrais ma main dans le feu, c'est ça qui est arrivé. OK. Donc Anne-Michel, pour le CELIAP, tout simplement pour l'impôt, c'est que les contributions que vous avez effectuées sont déductibles d'impôt, comme le REER. OK, donc vous allez recevoir un feuillet de l'institution financière où vous avez ouvert votre compte, qui serait le T4 FHSA. Donc, FHSA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, là? C'est l'acronyme anglais du CELIAP. Donc, First Home Savings Account. OK? FHSA. OK? Donc, le feuillet, ça va être T4 FHSA. Ça va préciser la contribution dans ce cas-là. OK? Vous saisissez cette contribution-là dans le logiciel, avec le feuillet T4 FHSA, tout simplement. Et le logiciel va réclamer la déduction automatiquement. Il faut juste préciser au logiciel aussi dans la section CELIAP que vous avez ouvert le compte 2023 en 2023 pour accumuler le plafond de 8 000 qui est le plafond annuel pour le CELIAP. C'est ça qu'il faut faire. Prochaine question de Martine. Comment utiliser le logiciel si on est à la fois travailleur autonome et salarié? J'ai déjà utilisé le logiciel à titre de salarié, mais jamais avec un double statut. OK, mais il y a rien de spécial là-dedans. Vous restez dans votre dossier, là, tout simplement. OK, et vous allez rajouter la section dans le montage d'entrevue pour le travailleur autonome. Donc, dans le montage d'entrevue, vous allez avoir une section pour le travail autonome. OK, vous cochez cette case-là, vous dites suivant. OK, et après ça, vous allez compléter votre T4 comme vous le faites à l'habitude. Et là, dans le navigateur de gauche, vous allez avoir une nouvelle section pour travail autonome. Vous cliquez dessus et là, vous complétez maintenant vos revenus et vos dépenses pour le travail autonome. C'est tout. OK? Et vous calculez votre déclaration de revenus. Là, vous allez avoir les deux revenus. Vous allez avoir le revenu comme salarié du T4 et vous allez avoir le revenu de travail autonome. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Parfait, on passe à Monique. Mhm. Je suis retraitée et bénéficie de l'assurance du gouvernement du Québec en primaire et une assurance complémentaire en deuxième. Dois-je Ouais. choisir l'option? L'option 3, ben, il faut choisir, je me souviens pas c'est quoi l'option. Attends, juste aller voir dans le logiciel pour l'assurance médicaments. Donnez-moi 2 secondes. Oui, assurance médicaments. On va juste voir c'est quelle option là. Oui, c'est le 3. Effectivement. C'est qui Monique? Monique, effectivement, c'est l'option 3. Vous êtes réputé couvert par le régime québécois, donc de la RAMQ en d'autres mots, qui veut dire vous devez payer dans ce cas-là. L'assurance que vous avez, c'est complémentaire, qui veut dire vous n'êtes pas couvert vous êtes couvert seulement pour l'excédent que la RAMQ ne va pas couvrir. Donc, vous êtes sous la RAMQ, donc c'est l'option 3 qu'il faut choisir pour toute l'année, effectivement.
Parfait. La prochaine question vient de Carole. En 2023, mon conjoint et moi avions tous les deux des assurances médicales privées Oui. et étions bénéficiaires secondaires de l'assurance de l'autre. Mon conjoint a atteint l'âge de 65 Mhm. ans et en juin, j'ai déjà Plus de plus de 65 ans. 65. Nous Ouais, sommes donc obligés de prendre la RAMQ comme premier payeur. Mon assureur est devenu ouais, le deuxième payeur pour nous deux. ouais. Est-ce que le logiciel est en mesure de saisir tous les éléments et Et si si oui, oui, comment? oui, absolument. Le logiciel est conçu pour ça. Là, c'est même il faut l'indiquer au gouvernement. Je vais vous montrer comment faire. Donc, Ida, je te recache encore une fois. Parfait. Donnez-moi 2 secondes. Bon, OK. Là, je te cache. On rentre ici. OK, donc je suis déjà sur l'assurance médicaments avec l'autre question, ça a tombé bien. Donc ici, dans la section d'assurance médicaments, vous allez sélectionner exception, régime assurance médicaments du Québec, indiquer les mois visés. Donc là, vous sélectionnez ce choix-là et vous allez cocher les cases pour les mois que vous étiez encore assuré avec l'assurance privée comme premier payeur. OK, dans ce cas, c'est ça que vous allez choisir pour les mois. Et les autres mois, le logiciel va vous charger pour ces mois-là parce que vous êtes maintenant avec l'assurance médicaments de la RAMQ. Assurez-vous de bien aviser la RAMQ que vous tombez dans leur plan maintenant. OK, c'est pas automatique. Hein? Je sais que l'assurance privée vous a débarqué immédiatement quand vous avez tombé dans le mois que vous avez tombé à 65 ans, mais il faut quand même aviser la RAMQ que vous êtes maintenant assuré avec eux parce que ça se peut que vous allez avoir la vilaine surprise à la pharmacie que la pharmacie va dire, que la RAMQ va vous dire, moi, je ne sais pas que vous êtes avec nous. OK? Donc, assurez-vous de le faire et comme ça, le gouvernement va bien vous cotiser quand ils vont cotiser vos déclarations de revenus. Donc, encore une fois, on sélectionne le choix 5, exception, régime d'assurance médicaments du Québec, indiquez les mois visés et vous cochez les mois dont vous étiez encore avec l'assurance privée. OK? C'est ces mois-là que vous allez sélectionner. Bon, je cache, on ramène Ida. Et la revoilà. Bon. Parfait. Prochaine question vient de Joanne. Mhm. Quel est l'endroit où on déclare la vente d'un immeuble? OK, c'est dans le gain en capital, tout simplement. OK, c'est dans cette section-là. Bon, on pourrait le voir rapidement. Donnez-moi 2 secondes. Ida, je te recache encore une fois. On peut t'entendre quand même. Donc, c'est le fun. On revient ici. Donc, dans le montage de l'entrevue, OK, vous allez dans la section pour les dispositions pour le gain en capital. OK, donc ici, on y va. Bon, ça va être revenu découlant de placement. Le voilà. Donc, dans la section revenus et frais découlant de placement, on coche la case pour gain en capital et historique de gain en capital. On fait suivant. OK. Dans le navigateur de gauche, vous allez constater la nouvelle section qui va apparaître qui est gain en capital. Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir une section qui s'appelle biens immeubles, biens amortissables et autres biens. OK. Donc, c'est juste là on clique le plus et là, on saisit la transaction. Puis, si vous êtes admissible à la résidence principale, vous précisez oui et vous désignez les années dont vous êtes admissible pour l'exemption de la résidence principale. Donc, c'est de cette façon-là la procédure pour réclamer, dans ce cas-là, la vente d'un immeuble. Bon, on va cacher le logiciel, on ramène Ida et elle est de retour. La revoilà. Parfait. La prochaine question vient de Régent. J'ai réussi à mettre l'avis de cotisation TDF, mais quand je retourne dans la vie n'est plus la même si j'ai enregistré. Est-ce que c'est OK ou j'ai créé une nouvelle demande à chaque fois? Merci. C'est quoi encore le TDF? Ça me dit rien, l'acronyme. Régent, tu pourrais-tu juste m'expliquer encore une fois le TDF? J'ai un trou de mémoire, là. Je me souviens plus, c'est quoi le TDF? OK, on passe à la prochaine question. Ouais, puis On on va revient. revoir. Ouais. On revient. Hélène, bonjour, je suis retraitée, mais j'ai travaillé quelques jours, environ 10 000, et j'ai eu un T4. Alors, j'ai dû remplir la T1225, mais évidemment, je n'ai pas de numéro d'entreprise ou de TPS et le logiciel me dit que je ne peux pas utiliser Imponet car pas de numéro d'enregistrement. Quoi faire?
OK, ben Hélène, tu as reçu un T4, donc tu n'as pas un revenu d'entreprise, là. C'est un revenu d'emploi. Donc, tu le saisis Ah, carrément dans le OK, elle a T4. eu un T4A. Alors, j'ai dû Oh, remplir. T4A, OK, 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 là, je OK, comprends. OK, ouais. Ouais, je pense que c'est l'autocorrecteur hein, qui fait ça, là, et qui va dire c'est quoi le T4A, là. OK, là, OK. je comprends. OK, T4A, oui, effectivement, c'est un revenu d'entreprise. Tu n'as pas besoin d'un TPS, d'un numéro TPS TVQ habituellement. Ça vous demande juste le numéro de SIAN. C'est le seul qui vous demande habituellement. C'est un code identifiant. Tu as juste à parcourir les choix, là. Il faut en sélectionner un. Euh, qui rentre pas mal dans ton entreprise, eh bien, dans le type de revenu que tu as gagné. Tout simplement, tu le sélectionnes et là, tu vas être correct après pour celui-là. Tu n'as pas besoin de numéro d'entreprise. Le chef ne devrait pas te le demander. Ne saisis rien dans ces sections-là. C'est juste le code de SIAN que ça prend. C'est SIAN. C'est un code là. Il faut choisir quelque chose là-dedans et indiquer un produit aussi pour le Québec. Et habituellement, le tour est joué. Si ça vous demande plus que ça, ben appelez-nous là pour qu'on peut vous aider à dégager ces messages d'erreur là. OK. Prochain vient de Roger. Attends, je pense qu'on avait Linda. Attends, on a Linda qu'on a sauté accidentellement. Où doit-on déclarer le revenu de la Ah, vente de bois excusez. sur notre lot? Ben, ça va être biens immobiliers, encore une fois, qu'il faudrait aller chercher. La seule affaire qu'il faudrait juste, la seule affaire qu'il faudrait juste confirmer, c'est si c'est admissible comme un bien agricole. OK, il faudrait appeler le gouvernement pour voir si votre lot, là, dans ce cas-là, est considéré comme un bien agricole admissible. Et dans ce cas-là, c'est un gain en capital, encore une fois, mais vous avez sélectionné biens agricoles admissibles. Et là, vous seriez admissible à l'exemption de gain en capital, la déduction de gain en capital pour ce bien-là, et ça ne serait pas imposable. Mais confirmez avec le gouvernement en premier si ce lot-là est considéré comme un bien agricole. Et après ça, vous choisissez biens agricoles. Sinon, vous choisissez biens immeubles, comme je l'avais montré avec l'autre question. Et ça va être la même procédure. Maintenant, on passe à Roger. Le coût Ouais. d'une assurance voyage médicale est-il admissible dans les frais médicaux? Oui, absolument. Vous le cessez dans vos frais médicaux, tout simplement. C'est admissible comme un frais médical, absolument. Oui. OK, on a fait Roger. Michel, si nos actions et fonds d'action fluctuent pendant l'année, doit-on inscrire une perte ou un gain en capital si on n'encaisse aucun montant? Concrètement, s'agit-il d'un gain ou d'une perte lorsqu'on ne transige pas? Non. Absolument pas. Donc, vous n'avez pas de transaction imposable à moins de vendre réellement le bien ou à moins que vous êtes obligé à cause d'une disposition réputée. Par exemple, vous partez du pays et là, vous êtes soumis aux règles de disposition réputée. Mais à part de ça, non. Si vous gardez les actions, vous ne les vendez pas du tout. Les fluctuations ne comptent pas. La transaction imposable, c'est seulement quand vous vendez l'action dans le marché. C'est seulement dans ce cas-là. Prochaine question de Denise. Mhm. Bonjour. Pour réclamer le frais de kilomètre, distance d'une ville à une autre. OK, Denise, le seul temps qu'on peut faire ça, c'est si vous avez ce qu'on appelle les frais de déménagement, qui veut dire que vous avez déménagé de votre maison pour un autre emploi, OK, et pour vous ramener 40 kilomètres plus proche de votre nouvel emploi ou de votre nouvelle école. OK, c'est le seul temps qu'on peut réclamer les frais de kilométrage, à moins que vous êtes, par exemple, ce qu'on appelle un employé de transport. Ça, ce serait un autre exemple qu'on peut réclamer les frais de kilométrage dans ce cas ou travailleur autonome. OK? Donc, ça dépend. Si c'est frais, dans ce cas-là, pour réclamer les frais, ça serait frais de déménagement pour un nouvel emploi et ça va être au moins 40 kilomètres plus proche dans ce cas-là. Donc, le déménagement doit être au moins 40, pour 40 kilomètres. OK? Sinon, ça serait comme travailleur autonome, frais de véhicule, frais de, même pas, là, non, honnêtement, dépenses d'emploi peut-être, peut-être aussi si vous êtes un employé de transport. Et là, ça serait dépenses d'emploi. Mais seulement dans ces cas-là qu'on peut les réclamer. OK, juste une petite note pour Lynn Tremblay. Je vais vous écrire pour vos questions techniques. Il faut s'adresser au soutien. Je vais vous écrire dans les messages tantôt. Denise, pour un travailleur autonome, comment inscrire un T4 qu'il n'avait avant? Pour un travailleur autonome, comment inscrire un T4 qu'il n'avait avant? Donc, il devient employé.
En d'autres mots, c'est ça que j'assume. Ben, vous rajoutez la section tout simplement. Il n'y a rien de spécial là, dans l'entrevue d'Impôt Expert. Vous allez dans le montage d'entrevue, vous cochez la case pour le revenu d'emploi, vous faites suivant en bas, puis après ça, la section du T4 va se rajouter, vous cliquez dessus et vous saisissez le T4. C'est tout. OK, prochaine question vient de Chantal. Mhm. On fait quoi avec les montants du relevé 8? Case A, j'ai 53 et j'ai gagné 26 000. Mhm. Je dois donner à mon parent seulement, mais je n'habite pas avec. Finalement, le calcul donne 0. Puis-je le garder pour une année antérieure si moins de Ouais. revenus? Sinon, à quoi ça sert? OK, relevé 8, c'est seulement, ces cases-là sont seulement pour le transfert. OK, ça, c'est le montant forfaitaire qu'on appelle, là, c'est qu'on peut transférer. Le seul montant qu'on peut transférer à un parent, c'est les frais d'études comme tels. Non, excuse-moi. Les frais d'études, c'est le seul montant qu'on peut reporter. Excusez-moi. Les frais d'études qu'on n'utilise pas dans l'année, c'est le seul montant qu'on peut reporter. Mais le montant forfaitaire du relevé 8 peut seulement être réclamé par le parent dans l'année en cours et c'est pas un montant qui est reportable. OK, donc c'est ça, juste visionner le relevé 8 2 secondes, là, juste pour voir si j'ai bien compris la case A. Donnez-moi juste 2 secondes. Et là, la case A, ouais, c'est ça, exactement, exactement, c'est ça là. Donc B, c'est le montant qu'on a payé comme frais, ouais, exactement. Donc c'est non, c'est seulement transférable à un parent, c'est tout. OK. Pour Kim, je vais vous répondre par la suite. Vous aussi, vous devez communiquer avec l'équipe de soutien. Je vais vous dire quoi faire. Alors, Nassima, pour un salaire de couple de salaire brut de 107 000, est-ce que ça vaut la peine de cotiser à un REER? Oui, ça vaut toujours la peine de cotiser dans un REER. Si vous comprenez le concept du REER, là, ça vaut toujours la peine. Là, est-ce que c'est combiné? Est-ce que c'est seulement une personne? Je ne sais pas. Pour un salaire de couple de salaire C'est ça. brut, donc j'assume combiné, hein, donc Oui, oui, 107 quand les il deux dit couple, ensemble. oui. Ouais, peu importe. Garde là, si j'assume à la moitié, là, chacun, là, donc on parle de 52, 53 000, là, grosso modo, chacun, bien, vous êtes déjà à la frontière du seuil du palier d'imposition de 15 au fédéral. Et au Québec, vous êtes déjà dans le deuxième palier. Donc, ça vaut la peine immédiatement juste pour le Québec, immédiatement, cotiser dans le REER, ça va vous ramener dans le premier palier d'imposition. OK? Parce qu'au Québec, c'est à 49 000 le premier palier. Si on dépasse ce 49 000-là, on va payer de 14 notre imposition va être à 19 pour chaque dollar qui dépasse le seuil de 49 000. Donc, de toute façon, ça vaut la peine, peu importe vos revenus, de cotiser dans vos REER. Parce qu'il faut juste penser que le REER, c'est pas juste pour les déductions d'impôts. Le but du REER, c'est pour vos fonds de pension plus tard. OK, le gouvernement vous donne la déduction comme incitatif pour épargner pour votre retraite future. Ils veulent pas que nous, on dépende purement chez eux au gouvernement pour leur fonds de pension. Par exemple, la Régie des Rentes du Québec et la pension de sécurité de vieillesse. Donc, c'est pour votre futur, c'est pour vos fonds en futur. Donc, ça vaut absolument la peine de cotiser dans vos REER. Prochaine question vient de Martin. Mhm. Est-ce possible de se déclarer comme conjoint de fait même si nous ne cohabitons pas? Nous avons tous les deux nos propres maisons et désirons continuer à vivre de cette façon. Non, vous n'êtes pas vraiment conjoint de fait dans ce cas-là. Parce qu'il faut cohabiter ensemble, OK, dans le même immeuble. Le seul temps que vous pouvez ne pas cohabiter ensemble est encore conjoint de fait, c'est si c'est une séparation involontaire, comme je mentionné auparavant. Par exemple, on a un conjoint qui est dans une résidence alors que l'autre est dans sa propre maison. Ça, c'est un exemple d'une séparation involontaire. Mais votre cas, c'est pas le cas. Là, vous ne cohabitez pas ensemble. Donc, vous n'êtes pas conjoint de fait légalement. OK? Donc, il faut vraiment cohabiter ensemble pour une période de 12 mois consécutifs pour être considéré officiellement conjoint de fait. Mais la clé, là, c'est cohabitation. C'est pas votre cas. Donc, vous n'êtes pas conjoint de fait. La question de Jean-Claude. Mhm. Faites-vous la meilleure répartition entre conjoints? C'est la première fois que j'utilise votre outil. Avons-nous seulement à entrer toutes les données et vous Ouais. charger de nous en obtenir le meilleur résultat?
Oui, absolument. On le garantit en plus. OK, ça fait partie de nos garanties du produit, qu'on va toujours avoir le meilleur rendement possible pour vos déclarations de revenus. Donc, j'assume, prenons par exemple, j'assume fractionnement de revenus de pension, vous parlez de ça, en termes de répartition, mais aussi répartition des crédits aussi. Par exemple, les frais médicaux, on peut les répartir entre les conjoints. Les dons, on peut répartir entre les conjoints. On peut aussi répartir les revenus de dividendes entre conjoints. Ça se fait automatique par le logiciel. Dans Impôt Expert, nos optimisations sont automatisées, qui veut dire que vous cessez tout simplement vos données et vous laissez le logiciel s'en charger du reste. OK? Prenez un petit café, là, puis laissez Impôt Expert faire le restant. OK? C'est tout, là. C'est le logiciel qui s'en charge et en plus, on le garantit. Donc, si vous pouvez prouver que Impôt Expert n'a pas cherché le meilleur rendement, on vous rembourse. C'est aussi simple que ça. OK, la prochaine question vient de Kim. J'ai une assurance pour les médicaments et je suis couverte par la RAMQ. Comment les déclarer dans le logiciel d'Impôt Expert? Ben, vous êtes avec la RAMQ. Automatique dans ce cas-là, parce que on peut pas avoir les deux en même temps. C'est soit vous avez la RAMQ et votre assurance privée est complémentaire, ou soit vous êtes seulement avec une assurance privée. Donc, il faut premièrement déterminer cette question-là de lequel vous êtes. Si vous êtes dans l'option que vous êtes avec la RAMQ et vous avez une assurance complémentaire, vous êtes dans la RAMQ tout simplement. Et là, vous prenez le troisième choix qui dit dans ce cas-là régime du Québec toute l'année. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, si vous avez une assurance privée centrale, parce que Québec n'est jamais complémentaire. L'assurance du Québec, l'assurance du gouvernement de la RAMQ n'est jamais complémentaire. C'est soit le principal ou soit vous n'êtes pas couvert du tout avec la RAMQ. Ça, c'est les choix du gouvernement. Ok, alors que l'assurance privée, on vous donne le choix entre les deux. Ok, donc, mais si vous êtes avec l'assurance privée comme premier payeur, bien là, vous êtes assuré privé et là, vous prenez le premier choix qui veut dire assurance privée toute l'année. On passe à la prochaine question, Joanne. Pour le Mm-hmm. formulaire T936, est-ce que le gouvernement qui calcule les pertes, car un montant est inscrit dans mon impôt expert 2023? Oui, OK. Donc, le T936, ça va être très rare que ça va être applicable pour vous, pour le commun du mortel là, qui produit des déclarations de revenus. Là, le T936 n'est pas vraiment applicable. C'est tout simplement des pertes qu'on va engendrer dans la déclaration de revenus dans des cas vraiment spécifiques. Par exemple, on a des frais financiers qui dépassent nos revenus d'investissement. Un autre exemple, c'est qu'on a des frais d'intérêt hypothécaires qui dépassent le seuil de nos revenus locatifs. OK? Pour ces pertes-là, le gouvernement va les traquer. Pourquoi? Parce que quand on essaye de réclamer, par exemple, ce qu'on appelle la déduction de gain capital, exemple, on vend des actions d'une société privée à profit. Ce profit-là, habituellement, est exempté de revenus pour les sociétés privées dans ce cas-là, pas pour les actions TELUS ou Québecor, là. On s'entend, c'est des sociétés privées. OK? Et quand on a un profit, ils sont habituellement exemptés, mais cette exemption-là, on doit la réduire par le montant de la perte qu'on avait accumulée dans ce formulaire-là. Donc, ça va être très rare que vous allez avoir des cas où le T936 va être applicable dans vos déclarations de revenus. Ça va être très, très rare. Prochaine question vient de René. Pour les frais de bureau à domicile, un travailleur autonome a-t-il besoin de preuve de part de ses clients comme un employé qui a besoin d'un formulaire de son employeur? Non. Non, vous êtes travailleur autonome, donc le gouvernement va tout simplement prendre votre mot que vous êtes travailleur autonome, qui veut dire que vous n'avez pas besoin de certificat dans ce cas-là, comme les employés pour réclamer les frais de bureau à domicile. Puis en plus, vous pouvez en réclamer beaucoup plus de frais à domicile que comparativement à un employé. Un employé sont vraiment limités là aux trois dépenses que j'avais mentionnées auparavant dans ce cas, mais pour un travailleur autonome, on peut réclamer les intérêts hypothécaires, on peut réclamer on peut réclamer aussi l'assurance maison, on peut réclamer aussi les impôts fonciers, alors qu'on peut pas le faire comme salarié, comme salarié et un employé. Donc, non, on n'a pas besoin. Non, pas du tout. Prochaine question de Nassima. Pourquoi le système prend toujours les frais de garde et des activités au conjoint qui a le moins de revenus? Peut-on l'affecter à celui qui a plus de revenus afin de baisser l'impôt imposable? Ça, malheureusement, Nassima, il faudrait parler avec votre député fédéral particulièrement, parce que c'est la loi.
Tout simplement, c'est la règle du fédéral que c'est le moindre revenu qui va réclamer les frais de garde. Oui, les frais de garde dans ce cas-là. Au Québec, c'est pas le cas parce que c'est remboursable. Le crédit au Québec, c'est remboursable, donc n'importe lequel peut le réclamer. Mais au fédéral, à moins d'un cas exceptionnel, qui veut dire, par exemple, le conjoint avec le plus haut revenu est hospitalisé non, le conjoint, excuse-moi, avec le moindre revenu est hospitalisé ou est à l'école ou etc. À moins de cas exceptionnels. Dans ce cas-là, c'est toujours le moindre revenu qui va les réclamer au fédéral. Ça, on peut rien y faire. C'est la loi. On peut rien y faire là-dessus. OK, je pense qu'on va faire 2-3 autres questions parce qu'on est pas Oui. mal sur le On est temps. rendu au temps, oui, c'est Ouais. ça. J'allais prendre l'autre avant d'arrêter les nouvelles questions. Alors, Gisèle, comme retraitée, si j'ai une assurance médicaments santé de mon employeur et que mon mari est aussi couvert, que dois-je inscrire comme réclamation au régime d'employeur toute l'année ou pour les deux? Ou autre Ben pour les deux? pour les deux, vous allez sélectionner. Pour le tien, tu vas prendre le code 14 qu'on appelle, là, c'est le premier choix, qui serait régime d'assurance médicaments toute l'année. Et pour votre conjoint, lui, il va sélectionner le deuxième choix, qui est le régime du conjoint toute l'année. Et là, vous allez vous exempter de payer l'assurance médicaments du Québec parce que vous êtes couvert avec une assurance privée et non pas avec la RAMQ. OK, Mario, excusez, j'ai reçu des T5008. J'en dis ça où? J'en ai plusieurs. OK, ben T5008, ben vous le rentrez dans les transactions de gain en capital, tout simplement. OK, vous le rentrez dans cette section-là. OK, donc, par exemple, on fait ça rapidement, là. Je vais le montrer. Je te cache IDA pour 2 secondes. OK, donc on peut le saisir directement comme feuillet comme tel, OK, dans les revenus de placement et d'investissement. Donc, vous voyez ici dans la section qui s'appelle revenus de placement et d'intérêt, vous allez avoir le T5008, OK, dans cette section-là. Et là, vous cliquez sur le signe de plus et là, vous saisissez les cases comme vous les voyez sur le feuillet. C'est aussi simple que ça. OK, donc je vais le recacher. On ramène Ida. On va prendre 2-3 autres questions parce qu'on est déjà à temps et on La va les question répondre après. de Guy, je pense qu'on l'a déjà vu. Comment ajouter un montant à la ligne 22 Oui, 900 on l'a fait. fédérale et Oui, oui. 270? C'est pas la Ouais. même personne. C'est Ah, remboursement d'assurance invalidité en 23 reçu et ben, je déclaré en l'avais montré. 2022. Vous avez tout simplement, regarde, l'enregistrement, ce qu'on fait présentement, ça va être placé sur notre page Facebook. Vous pouvez retourner en avant là, pour voir, j'avais répondu à cette question-là. OK. Jean-Sébastien, je fais les impôts de ma mère à la retraite qui a. Ah, OK. À la retraite, Mhm. Qui ses a des revenus, revenus minimaux. OK, est éligible. Jean-Sébastien, je vous reviens là-dessus. Si son revenu est en bas de 20 000, oui. Sinon, je vais communiquer avec vous directement à travers Le revenu Messenger. total, hein, pas le revenu Oui, net, mais le revenu le revenu total. total doit être 20 000 et moins. Exactement. C'est ça, pour être éligible. Alors, Martin, pourriez-vous nous expliquer ce que sont les PNCP et comment les calculs se font automatiques sur votre site? Ben, OK, ça, je l'ai expliqué avec le T936. OK, donc le T936, c'est les PNCP. OK, donc c'est carrément ça que j'ai expliqué comme concept, là. Retournez, je pense qu'il y a 20 minutes que je l'ai expliqué, là, le T936. Retournez à cette période-là du vidéo, là, de l'enregistrement, puis vous allez le voir, là. J'explique en détail c'est quoi exactement. Nassima a fait, OK, ça, je vais la répondre tantôt. OK? Xouli, j'ai mon propre régime collectif toute l'année, médicaments et dentaires. Ça, je pense qu'on en a parlé. Ouais, ouais, c'est ça. OK. Gisèle, est-ce qu'un aîné de 70 ans et plus peut déclarer les services d'installation de plomberie et de pose céramique, seulement les services et non les pièces pour le maintien, pour se maintenir dans sa résidence? Non. Pas directement, parce que c'est des services, hein, c'est des services ménagers, des affaires comme ça qu'on peut réclamer habituellement pour l'annexe J. Mais on pourrait peut-être le réclamer pour le crédit pour l'accessibilité domiciliaire au fédéral. OK, ça pourrait, mais ça doit, le critère pour être capable de réclamer ces montants-là pour ce crédit non remboursable au fédéral, au Québec, ça va être un frais médical qu'on on va essayer de le réclamer. Mais ça, encore une fois, il faudrait voir. Mais au fédéral, pour le réclamer, ça doit être un aménagement pour rendre l'immeuble plus accessible
accessible. Je pense pas que la plomberie fonctionnerait là-dedans, ni la céramique. Par exemple, si on met des rails dans la toilette, là, pour être capable de se soulever de la toilette, ça serait un frais qui serait admissible, autant au Québec qu'au fédéral. OK, mais pas la plomberie standard, là. Ça serait pas admissible. Martin, peut-on réclamer les primes versées pour mon assurance de soins de santé dans les frais médicaux? Oui, absolument, on peut le faire. Oui, les frais que vous avez déboursés de votre poche pour les frais médicaux, comme assurance pour les soins de frais médicaux, sont admissibles comme frais médicaux. Absolument. OK. Louis, comme fonctionnaire fédéral, mon dédommagement pour le système de paye Phoenix avait été imposé il y a 2 ans. Maintenant, mon syndicat a obtenu de Revenu Canada qu'il ne le soit plus. Comment puis-je corriger rétroactivement mon ancienne déclaration afin de recouvrir l'impôt payé en trop? OK, dans ce cas-là, il faudrait retourner dans l'année précédente et faire une retransmission, tout simplement. Vous changez votre déclaration de revenu pour enlever ce revenu-là qui n'est plus imposable, d'après ce que je vois là. Je pense que c'est ça que vous voulez mentionner ici, que le dédommagement n'est plus imposable dans ce cas. Donc, vous enlevez le revenu, vous recalculez cette déclaration-là et vous faites une retransmission. Si vous n'avez pas utilisé le logiciel, ben là, ça prend soit un T1ADJ, soit un TP1R du Québec, ou vous allez sur le site du gouvernement, vous allez créer un compte avec le portail Mon dossier du fédéral et du Québec, et vous pouvez effectuer votre ajustement directement par leur portail. C'est comme ça que vous pouvez faire. Okay, okay. Je peux en prendre une autre question, puis après ça, on va vous répondre directement dans le chat après, OK? Parce qu'on est déjà pas mal un peu dépassé le temps. Tu veux répondre celle de Guy. Une personne âgée devenue non autonome avec certificat médical a été logée dans son condo 4 mois en 2023. J'ai le reçu le TPZ 1029.MD5 pour ces mois. Et il a été logé les autres mois dans une ressource intermédiaire publique. J'ai un reçu du réseau de la santé, le STIUS, pour ces mois. Comment les traiter dans mon impôt expert? OK, pour celui-là, c'est le maintien à domicile là, que ça prend, c'est annexe J. Dans ce cas, donc, regardez l'écran pour 2 secondes. Je vais juste le montrer. Je vais cacher IDA pour 2 secondes. On revient. Et en rentrant ici, si l'âge est de plus de 70 ans, OK, pour le contribuable, donc mettons ici 1930. OK, suivant. Et là, si vous descendez maintenant, vous devez avoir une section pour le service de maintien à domicile. OK, donc c'est là-dedans, vous cliquez dessus et là, vous avez maintenant les options pour soit l'immeuble de logement, sa propre maison ou un établissement de santé. OK, donc vous choisissez un de ces choix-là et vous indiquez les services que le client a reçus, que le contribuable a reçus durant l'année. OK, donc je ramène Ida. Je pense qu'on va conclure ici pour la session. D'accord. Alors, ça termine notre activité de Facebook Live aujourd'hui. Alors, nous allons répondre à vos questions, ceux qu'on n'a pas répondu dans le chat, soit dans le commentaire ou j'envoie un message privé. Ceux que vous avez besoin de soutien, je vais vous donner les directives quoi faire. Alors, Jerry, mot de la fin? OK, donc encore une fois, on présente ces Facebook Live assez régulièrement. Là, il faudrait juste être à l'écoute. Aimez notre page, puis vous allez recevoir de notifications sur la prochaine. Dans ce cas-là. Sachez qu'on a beaucoup de ressources pour vous aider à la production de vos déclarations de revenus. Par exemple, sur notre site web à impoexpert.ca, on a, par exemple, on a une section de blog ici directement. Donc, dans les conseils et outils, dans la section conseils et outils, on a le blog d'Impôt Expert où on vous met beaucoup d'articles de nature fiscale. Par exemple, on vient juste de mettre notre article sur la mise à jour fiscale. Donc, toutes les nouveautés sur la déclaration de revenus, on vous les annonce directement sur notre blog. Puis, on vous écrit aussi d'autres articles de nature fiscale. On a aussi notre page YouTube. On produit beaucoup de vidéos là-dessus et on va inclure ce vidéo-là aussi sur notre page YouTube. Si vous voulez le revisionner, vous pouvez le revisionner sur Facebook ou sur notre page
page YouTube. Allez-y chercher Impôt Expert dans YouTube. Et on produit aussi d'autres vidéos. Par exemple, on a un balado dont on parle sur des sujets variés sur la fiscalité. En plus, on fait aussi des vidéos sur des différents thèmes sur la fiscalité en plus. OK? Donc, allez-y, cherchez. Puis, on a aussi des vidéos d'instruction sur le logiciel comme tel. Okay, qui veut dire, par exemple, comment je réclame les gains en capital, comment je réclame ce montant-là. On vous montre, on a des questions, on a des vidéos d'instruction sur le logiciel comme tel, sur notre page YouTube aussi. Donc, allez-y, vous avez toutes ces ressources-là gratuitement. On vous les donne gratuitement. Alors, ça conclut notre Facebook Live pour aujourd'hui. Merci Jerry pour répondre aux questions et merci à vous pour participer et bonne fin de journée. Parfait. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. OK, we're out.